Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Comment faire des élèves des acteurs du développement durable, renforcer l'éducation des jeunes au changement climatique? C'est l'objectif des deux organisations que nous recevons aujourd'hui. Les professeurs, dont le rôle est déterminant dans la réussite d'un tel projet éducatif, ont besoin d'être accompagnés par la mise à disposition de ressources pédagogiques. Ça tombe bien, ces ressources pédagogiques, c'est eux qui les fournissent. David Wilgendus, directeur de l'Office Climate for Education, organisation chargée de promouvoir et développer l'éducation au changement climatique, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Julie Saturné nous accompagne également, directrice du pôle éducation et jeunesse de l'association Terragir, responsable également nationale du programme Éco-École chez Terragir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation également. Pourquoi, Julie Saturné, le climat est-il un sujet d'éducation ? Le climat est un enjeu qui nous concerne toutes et tous à l'heure actuelle. Donc, on fait face à des problématiques au niveau mondial qui nous concernent tous. Et donc, comme tout sujet qui va nous amener à être confrontés à des enjeux majeurs dans les années à venir, il est nécessaire de commencer dès le plus jeune âge à s'y intéresser et donc de permettre aux enfants d'aujourd'hui, qui seront donc les citoyens de demain, de comprendre ces enjeux et de commencer à comprendre aussi comment est-ce qu'ils vont pouvoir agir pour répondre à ces enjeux, à ces problématiques. Et donc ça passe par l'école. David Wilgendus, de quelle manière justement les thématiques écologiques se démocratisent-elles, on va dire, véritablement au sein de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur également? On sent qu'il y a une prise de conscience de l'éducation? Oui, il y a une prise de conscience très forte, surtout depuis 2-3 ans, en fait, depuis la mobilisation des mouvements de jeunesse. En fait, ça fait des années qu'il y a de l'éducation au développement durable sous différentes formes. Là, on sent vraiment une importance donnée, notamment aux thématiques biodiversité et climat. Ça a été le cas très, très récemment au lycée, au collège et également au primaire aujourd'hui avec des nouveaux programmes. Donc l'institution va dans le bon sens. Les enseignants sont de plus en plus demandeurs. Il y a quelques années, il fallait convaincre les enseignants que c'était des thématiques importantes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de convaincre qui que ce soit. Il faut les aider à comment faire, mais il y a la question du pourquoi se pose plus tellement en fait. C'est suffisant aujourd'hui ? C'est jamais vraiment suffisant. Oui. Je dirais, si on regarde les programmes scolaires, lycée et collège, oui, je pense que c'est vraiment suffisant. Il me semble que sur le sujet changement climatique, l'école primaire reste un peu un parent pauvre. Il y a d'autres thématiques qui sont très bien développées sur l'éducation et le développement durable au primaire. D'ailleurs, Julie, avec le réseau Éco-École, il voit ça très bien. On travaille sur les déchets, on travaille sur la biodiversité, on travaille sur beaucoup de choses. Le climat est encore perçu comme une thématique complexe pour l'école primaire. Du coup, il y a assez peu de classes au primaire qui travaillent sur le climat, alors qu'il y a 1000 choses à faire, y compris des choses qui ne sont pas du tout compliquées. Julie Saturné, vous le disiez, il faut éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Pourquoi il faut commencer très tôt, selon vous, cette éducation aux questions environnementales, climatiques? Les enjeux sont tels aujourd'hui qu'il faut qu'on prenne la mesure de ces problématiques et que dès le plus jeune âge, en fait, les élèves sont amenés déjà à être concernés par les sujets climat et sont aussi en demande en fait d'informations parce que assez jeunes maintenant, ils sont en contact avec des grands frères, des grandes sœurs, des adultes, des informations qui les amènent à se questionner aussi sur ce qui se passe. Et on le sait aussi au niveau éducatif, si les apprentissages sont mis en place dès le plus jeune âge, ils ont plus de chances de s'ancrer. Et on a en plus à faire en général sur l'élémentaire, à partir de la maternelle aussi, notamment sur des enjeux sur la biodiversité, mais sur le climat, à partir des niveaux élémentaires, les enfants en plus sont en attente et ont envie de comprendre et de pouvoir s'engager aussi et agir à leur échelle sur ces enjeux. Les plus jeunes, les plus petits, ils peuvent véritablement comprendre l'écologie, l'importance de la protection de l'environnement, vous en êtes persuadée? Oui, ils peuvent le comprendre, bien évidemment, en s'adressant à eux avec des mots, avec des notions adaptées à leur âge et surtout en étant sur des choses pratiques en fait, qui vont les toucher dans leur quotidien. C'est pour ça que ce qu'on essaye de faire, nous, dans nos programmes, c'est vraiment de leur proposer des ressources qui vont les aider à comprendre ces enjeux, mais aussi à comprendre comment est-ce qu'ils peuvent agir de manière très concrète pour dans leur établissement scolaire, dans leur famille, pour traiter de ces sujets-là. Et c'est vraiment en mettant en place des actions qu'ils vont comprendre en fait et être touchés aussi
et avoir envie de s'engager aussi et d'en parler aux autres. David Wilgenbus, peut-être sans être trop alarmiste, on n'éduque pas les plus jeunes comme on éduque les plus âgés à ces questions environnementales. Voilà, comment éduquer les plus jeunes sans être en restant ludique, en restant amusant finalement? Alors oui, c'est un enjeu important parce que si on ne le prend pas en compte, le risque c'est de développer ou de contribuer à de l'éco-anxiété finalement, qui est tout sauf ce qu'on souhaite faire. Donc effectivement, la démarche pour le faire, et c'est pour ça que l'école est le lieu important, la démarche pour le faire, c'est vraiment autour du comprendre. Et le comprendre, pas de façon passive, en écoutant un professeur qui parle, mais de façon active, en observant, en manipulant, en se questionnant, en débattant, etc. On peut faire des expériences, les enfants adorent expérimenter ou observer, aller en milieu naturel. On peut faire des serious games, des jeux sérieux, on peut faire des escape games, on peut faire des jeux de rôle, on peut faire tout un tas de choses, de façon à ce que, de façon ludique, les enfants soient investis de ces questions-là, comprennent finement ce qui se passe. C'est aussi le fait de ne pas comprendre qui génère chez eux de l'anxiété. On est bombardé, les enfants aussi, sont bombardés de messages très négatifs autour du climat, de la chute de la biodiversité. C'est très angoissant pour eux. Et l'école est là pour temporiser, pour prendre un peu de recul, pour essayer de comprendre, voir comment ces choses sont liées, et sans nier la gravité des phénomènes ou leur caractère sérieux, remettre les choses à leur place et montrer, comme l'a très bien dit Julie, qu'on peut agir et que l'avenir n'est pas fichu. Et la meilleure expérience pour comprendre qu'on peut agir, c'est d'agir en fait, dès la classe. Vous le disiez tout à l'heure, les plus jeunes sont déjà particulièrement engagés dans cette transition. Pourquoi, selon vous? Pourquoi cette génération ? Alors, cette génération est très engagée. Alors, d'une façon générale, les jeunes ont toujours, je pense, et seront toujours très sensibles aux questions de justice. L'injustice, pour un enfant de 10 ans, il n'y a pas pire. Ils sont très, très sensibles à ça. On voit quand même, depuis quelques années, un narratif un peu se développer autour des COP, par exemple. Là, on sort de la COP de Glasgow sur le fait qu'il y a une urgence climatique, qu'il faut agir maintenant. Et donc ça, c'est quand même un discours qui pénètre la société. Donc je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont été beaucoup confrontés par les médias, par les réseaux sociaux et aussi par le discours institutionnel, les COP et autres, voient qu'il y a une certaine urgence climatique. Et comme cette urgence, ils ne sont pas en mesure vraiment de la comprendre, parce qu'ils ont juste été exposés à des messages un peu émotionnels finalement. Du coup, ils n'arrivent plus trop à mesurer qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Mais oui, ils sont extrêmement sensibles. C'est une grande force, puisqu'ils sont très facilement mobilisables. Et d'ailleurs, c'est eux, clairement, qui ont fait évoluer. C'est sous leur pression qu'il y a eu ces évolutions institutionnelles, que ce soit au ministère de l'Éducation, l'UNESCO aussi, qui s'est emparé de ces questions-là. Julie Saturné, l'écologie, c'est beaucoup de choses. L'écologie, c'est ce qu'on mange, c'est où on habite, c'est ce qu'on consomme. Comment éduquer les plus jeunes à des enjeux aussi transversaux, finalement? Par quoi on commence ? Alors, par quoi on commence? Souvent, nous, dans les démarches, notamment au niveau d'éco-école, ça commence souvent par traiter de la thématique des déchets. Parce que c'est quelque chose qui nous est proche, sur lequel il est assez simple d'agir. Une bonne porte d'entrée aussi pour traiter d'écologie et de développement durable, c'est ensuite de s'attacher aux enjeux de biodiversité. Et notamment, là aussi, les élèves les plus jeunes, mais aussi les plus âgés, ont cette sensibilité aussi de la prise en compte du vivant, des animaux, de la nature, qui permet aussi de les toucher et de les sensibiliser aux enjeux de développement durable. Et c'est petit à petit, en fait, en travaillant ces différents enjeux qui sont nombreux, qui sont tous interconnectés, mais qui permettent, en fait, chacun aussi, là, une compréhension et une action, et se permettre de se dire aussi, en effet, sur le climat, comme le disait David, parfois ça peut paraître complexe, comment, dans une école maternelle, on va pouvoir traiter des enjeux de climat. Et on va pouvoir se questionner sur notre alimentation, sur nos déplacements pour venir à l'école. C'est de traiter petit à petit de toutes ces questions-là qui va nous permettre de traiter des enjeux liés à l'environnement, au développement durable. David Wilgenbus disait tout à l'heure que les professeurs sont en demande. Aujourd'hui, avant, il fallait aller les chercher. Aujourd'hui, ils sont en demande de ce type de programme. De quelle manière vous travaillez avec l'éducation nationale? Est-ce qu'on vient donc, toquer à votre porte pour vous demander comment on fait? J'aimerais parler de ça dans ma classe. C'est comme ça que ça se passe? Oui, alors tout à fait. Nous, on travaille en partenariat
partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale depuis plusieurs années au niveau national et aussi dans les territoires, donc avec les académies. Et on est vraiment là pour accompagner donc les enseignants, les directeurs, les directrices, les établissements scolaires qui souhaitent mener un projet d'éducation au développement durable, donc en leur proposant des ressources qui s'appuient sur une pédagogie, une méthodologie de projet en fait, qui est développée notamment dans le programme Éco-École et qui va les guider en fait pas à pas sur comment est-ce que je vais faire pour travailler sur ces enjeux de développement durable. Donc cette méthodologie de montage de projet et ensuite les orienter aussi vers des ressources thématiques produites par des partenaires comme David qui vont les aider aussi à travailler en classe spécifiquement sur un sujet ou sur un autre. David Wilgenbus, justement sur ces ressources, qui travaille dessus? Ce sont des scientifiques? La communauté scientifique a un rôle important là-dessus? Oui, elle a un rôle important, mais ce ne sont pas les scientifiques seuls. Mais c'est vrai que l'originalité d'une structure comme l'Office for Climate Education, c'est de se vouloir comme un pont entre le monde de la recherche, donc ceux qui font les sciences du climat, que ce soit des chercheurs, des ingénieurs, et des ONG qui travaillent comme Terragir avec des réseaux d'écoles, et puis les enseignants. L'idée, c'est vraiment de mettre tout le monde autour de la table, et quand on fait des ressources pédagogiques, il est important de comprendre le besoin des enseignants, voire parfois le besoin des élèves, même si la plupart de nos ressources sont pour les profs plutôt que pour les élèves directement. Donc connaître leurs besoins, les travailler avec eux, travailler avec des scientifiques qui, eux, sont des experts du domaine, travailler aussi avec des spécialistes des sciences de l'éducation, que ce soit des didacticiens, des formateurs, etc., des inspecteurs même parfois. On met tout le monde autour de la table, on se met d'accord sur des scénarios pédagogiques, on teste en classe, c'est absolument fondamental. Et une fois qu'on a pris à la fois les retours du terrain et la validation des experts, on sait qu'on a quelque chose qui peut être opérationnel et qu'on peut lancer dans des écoles. Personne ne sera embêté parce que la manip ne marche pas ou parce que je sais pas quoi. Normalement, c'est à l'épreuve des balles, quoi. Enfin, c'est à l'épreuve du terrain plutôt. Il nous reste quelques secondes. L'OCE, c'est une organisation internationale. J'avais une question. Comment se place la France par rapport aux autres pays sur ces questions d'éducation à l'environnement? Alors, oui, l'OCE, c'est une structure internationale. On travaille beaucoup avec les pays en développement. La France, sur la thématique climat, je dirais qu'elle a rattrapé son retard récemment, en fait. il y a 2 ans, avec les nouveaux programmes. Avant, elle était plutôt en retard. Désormais, on est plutôt dans le peloton de tête en ce qui concerne les programmes scolaires. Par contre, dans la pratique, on est encore assez loin du compte. Parce que faire des programmes, c'est très bien, mais en fait, sur le terrain, les enseignants, ils ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin d'outils pédagogiques, ils ont besoin de formation. Et là, pour le coup, il y a encore énormément à faire en France. Donc je dirais qu'on partage des problématiques assez similaires à celles des autres pays. Le besoin de ressources, le besoin de formation, le besoin de mise en réseau, ce qu'évoquait Julie aussi tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. David Wilgenbus, directeur de l'Office Climate for Education. Merci d'avoir été avec nous. Julie Saturnet, directrice du pôle éducation et jeunesse de Terragir. Merci également. Merci à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.